Bonjour à tous, bienvenue sur A News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors comme à l'habitude, Top Sécu nous permet d'avoir à nos côtés des chefs d'entreprise qui œuvrent au quotidien, au cœur des enjeux stratégiques de la sécurité. Aujourd'hui, entre protection physique, cybersécurité et intelligence économique, j'ai le plaisir de recevoir Iriex Denis. Bonjour. Bonjour Virginie. Alors Iriex, vous êtes fondateur d'Alighieri, qui a été créé en janvier 2024, donc une structure assez récente, cabinet de conseil en cybersécurité, business intelligence et en investigation complexe. Et on verra après ce que cela signifie dans les détails. Alexandre Dilgerian, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, dirigeant de la structure Secure System, basée à Aix-en-Provence. Vous avez, alors même s'il y a du soleil aujourd'hui à Paris, vous nous avez quand même ramené le beau temps. Alors je rappelle que Secure System est une filiale de Vinci Énergie, spécialisée dans les solutions technologiques de sécurité physique et numérique cybersécurisée. Vous êtes intégrateur et éditeur. Tout à fait. Iriex, je vais m'adresser à vous dans un premier temps. Alors, vous êtes diplômé d'un master en affaires publiques, que vous avez obtenu à Sciences Po en 2015. Avant d'entrer dans le monde de la cybersécurité, vous avez navigué entre trois mondes, si je puis dire, à la fois le conseil en stratégie et en prospective auprès d'équipes dirigeantes. Vous avez également été dans le journalisme de terrain et d'idées, et puis vous avez aussi travaillé beaucoup auprès des collectivités. Puis, en 2022, vous avez rejoint l'ANSSI. Vous étiez chef de bureau à la sous-direction stratégie de l'ANSSI. Là, vous avez fait un accompagnement. Vous allez peut-être nous expliquer un petit peu cet accompagnement. Vous avez été également enseignant en géopolitique de la cybermenace à Cybersup. Et vous êtes aujourd'hui donc à la tête d'Alighieri. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours au sein de l'ANSSI ? Avec grand plaisir. Alors, je vais vous corriger sur un seul point, c'est que comme le ministre des Armées, je n'ai pas validé mon master. Après, je ne sais pas si j'aurai un destin aussi bien que le sien. Mais en tout cas, vous étiez au bout et vous avez Exactement. suivi. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu des gens brillants que j'ai pu rencontrer et surtout des professeurs passionnants. Alors, pour l'ANSSI, ce qui est amusant, c'est que je suis rentré dans cette agence qui est assez cruciale et qui est la grande autorité en France en matière de cybersécurité, après être passé par beaucoup d'années de conseil et puis une collectivité en Seine-Saint-Denis qui était un endroit merveilleux et passionnant. Et arrivé à l'ANSSI, j'étais en charge d'accompagner les experts internes sur leurs grands enjeux de communication, de publication, d'adresse auprès de leurs bénéficiaires, que ce soit les entreprises, les industriels aussi en partie, les ministères, et puis un tas d'autres bénéficiaires que j'ai plus en tête, mais ça me reviendra, mais beaucoup de monde en soi. Et j'avais une bonne équipe pour faire ce travail, et c'était pour moi la meilleure façon en fait, de comparer avec le conseil que je faisais déjà en stratégie, en influence, et de comprendre tous ces enjeux organisationnels, juridiques et techniques. Bien sûr. Et je me suis vraiment pris de passion pour l'aspect technique qui est évidemment très poussé dans cette administration. Et qui m'a conduit après à monter mon cabinet. À monter votre cabinet, vous allez expliquer cette passerelle, mais avant tout, comme je vous l'ai promis, il y a quand même, pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, une chose qu'il faut spécifier, parce que Alighieri, ce nom-là nous parle quand même, nous fait penser à l'italien. Dante, expliquez-nous. C'est vraiment ça qui vous a... Oui, alors c'est imprononçable les snobs. J'aime beaucoup Dante Alighieri, qui est un très grand auteur et qui a une carrière très riche. Alors si j'étais un peu outrancier, je dirais que c'est un peu un des pères fondateurs du Conseil, parce que exilé de Florence, où il avait eu un mandat politique. Au Moyen-Âge. Exactement, il a accompagné beaucoup de seigneurs locaux dans leurs enjeux, avant de pouvoir retrouver sa patrie, si je ne me trompe pas. Et il a été aussi un des pères fondateurs de la langue italienne. C'est là une grande mission que je ne me donne pas, heureusement. Et c'est une référence assez, un clin d'œil aussi à cette culture à l'époque qui ne séparait pas la science des lettres, et notamment en conseil aujourd'hui, on peut regretter ce cloisonnement des matières. Et chez Alighieri, on participe de ce décloisonnement en faisant croiser des expertises qui sont très complémentaires, le droit, la stratégie des organisations, la stratégie go-to-market, évidemment la cybersécurité qui comporte énormément de domaines et qui est un univers en soi.
et puis tout ce qui peut y être lié. Et ça tombe bien, puisque votre parcours, aussi bien au niveau du cursus universitaire que vos premiers pas dans le monde professionnel, et aujourd'hui, vous ont permis d'allier ceci effectivement. Alors, revenons à cette histoire de l'Annecy, et à un moment donné, vous créez Alighieri, donc ce lien. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens extrêmement brillants, avec des expertises extrêmement pointues, qui étaient plutôt réservés aux régaliens pendant longtemps, ou aux 200, 300 entreprises un peu sensibles, au IV ou SE, pour utiliser des termes un peu barbares. Et avec l'arrivée de Nice 2 et puis l'accroissement des tensions géopolitiques, Nice 2 étant une réglementation européenne, qui sera peut-être un jour transposée en France, on voit bien que cette expertise-là a besoin d'être diffusée vers tout le tissu des entreprises françaises, qui sont très nombreuses à faire face aux mêmes menaces. Or, je constatais, en échangeant avec d'anciens clients, avec mon entourage, avec des gens que je pouvais croiser dans mon métier, au sein de l'agence, qu'il y avait une méconnaissance profonde, et d'ailleurs des deux côtés. À la fois, certains experts pouvaient ignorer tous les besoins qu'ils pouvaient adresser, et puis beaucoup de besoins restaient un peu orphelins, sans expertise pour les accompagner. Donc je me suis dit qu'il y avait un très gros enjeu à pouvoir apporter un regard 360 et organisationnel, et mettre en lien, donc ce que j'ai fait au début de mon activité, mettre en lien beaucoup ces expertises et ces besoins, les définir un peu comme un assistant à maître d'ouvrage. Et aujourd'hui, on internalise de plus en plus dans un écosystème très très dense de partenaires de grande confiance. On arrive aujourd'hui, au bout de 2 ans, à adresser, je pense, tous les besoins en ces matières de sécurité. Alors on comprend bien, et merci d'avoir expliqué la raison de cette création. Quelles sont donc du coup les missions et les services que vous proposez ? Alors on va commencer par quelque chose de très simple, qui était d'accompagner des entreprises qui avaient, plutôt européennes, françaises et européennes, qui avaient des solutions souvent logicielles pour pénétrer leur marché, d'ouvrir d'autres marchés, pour performer davantage. Premier mandat qu'on s'est donné, en stratégie et en influence. On a eu la grande chance d'accompagner des grands acteurs. On peut peut-être citer le FIC, qui a été un acteur très bienveillant avec nous. Et puis après, on a accompagné vraiment des petites structures, mais sensibles en matière de cyber. Alors des cabinets d'avocats, cabinets de santé, petits industriels, mais petits, en faisant des plus grands, peut-être avec notre homologue, et puis des acteurs lobbying, conseil, toutes sortes des fonds d'investissement, des toutes petits, des TPE, qui ont des enjeux très très forts de contre-ingérence, de sécurité très simple. Mais qui ne peuvent pas elles-mêmes apporter les réponses, n'ont pas suffisamment de connaissances en ce domaine et ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Donc on comprend bien aujourd'hui quels sont vos clients, typologie de clients que vous avez, sûrement d'autres demain, comme vous le laissez entendre. Vous travaillez également avec des partenaires. Oui, tout à fait. Alors, on a, au fur et à mesure des missions, des besoins ont émergé. Moi, je m'adresse souvent aux dirigeants, en fait, et à leurs équipes, évidemment, mais souvent, c'est mon premier interlocuteur. Et ils peuvent dire des choses à un consultant habitué aux dirigeants qu'ils ne pourront pas dire ou qu'ils n'ont pas l'habitude de dire à d'autres types de conseils. Et dans ce cadre-là, beaucoup de besoins ont émergé. Il a fallu les adresser parce que c'était moi qu'on me les confiait. Et donc j'ai cherché des partenaires dans toutes les branches. Alors on peut citer dans l'ordre, on avait des 2 boîtes de conseil, Grande Confiance, avec qui on avait déjà travaillé en stratégie, Open Mind et We Consulting, où j'ai fait mes premières armes, et, qui est un cabinet passionnant, les 2 en l'occurrence. Ensuite, on a adressé des besoins en sûreté et en sécurité avec le cabinet Esios et avec le Talleyrand Group, qui est à une portée plus internationale. Ensuite, on s'est rapproché du cabinet, on va officialiser Princeps Stratégie, qui est un cabinet d'intelligence stratégique, qui a une portée aussi tout à fait internationale. Et alors j'en oublie parce qu'en fait on a aussi des grands partenaires en cyber comme Intrinsec et Aon Security, récemment Exatrac. Il faut que j'oublie personne parce qu'ils vont m'en vouloir, mais voilà, on va préciser. On va dire etc. Voilà. Et puis on précisera par écrit si vous le souhaitez. Oui, pardon, Rise and Shine. J'oublie pas, j'oublie, mais Rise and Shine, qui est un cabinet de gestion de crise et de lutte contre la désinformation, qui est un cabinet important, et Stratégia aussi, qui s'occupe. C'est essentiel de s'entourer de partenaires. Surtout de pouvoir apporter une réponse de bout en bout. Ce que de grands acteurs peuvent offrir aujourd'hui, mais que nous, nous pouvons l'offrir à des acteurs peut-être de taille plus modeste. Et surtout, on fait un travail d'artisan sur mesure, avec un lien de confiance très fort et très organique. Et les missions se sont adressées, je prends un cas client, un des premiers cas clients que j'ai eu, un peu touchy, quelqu'un qui faisait face à des menaces très fortes de la part de gens issus de la mafia. Alors on l'a envoyé vers un gros acteur, il avait besoin de beaucoup de choses, de cyber, de communication de crise éventuellement, de garde du corps. Alors
par la suite, on a un partenaire qui est aussi un client qui a 3000 agents de sécurité. On est très content de compter sur eux, qui connaît bien la maison. Et on a renvoyé ce client vers un acteur plus gros. Aujourd'hui, on est en mesure de le faire. Grâce à nos partenaires, aussi avocats, on peut adresser une menace de bout en bout. Alors, ce n'est pas les sujets les plus drôles, mais ce sont des besoins auxquels les gens ont besoin de réponses, parfois dans l'urgence, et auxquels on est aujourd'hui en mesure de faire face. Merci beaucoup, Iriex. Alors, vous écoutez attentivement Alexandre. Il y a quand même quelque chose qui vous rassemble, c'est le côté cyber. On va en reparler aussi tout à l'heure. Vous voyez aussi la jeunesse, dans le sens d'une jeunesse de structure. On va revenir un petit peu sur votre histoire, si vous le voulez bien, parce que ça fait maintenant 20 ans que vous êtes au sein de Secure System. Alors, ce qui m'a intéressée chez vous, c'est que donc, vous êtes diplômé de Centrale, ingénieur Centrale Méditerranée, et vous avez démarré, comme je le dis, en 2006, en tant que stage de fin d'études, comme beaucoup le font, voilà, et vous êtes entré chez Secure System. Et puis, peu à peu, vous avez gravi tous les échelons. Vous êtes arrivé chef de projet au bout de 4 ans, donc rapidement, puis responsable avant-vente, puis responsable pour l'expérience client, avant de devenir dirigeant en 2020 de cette belle structure Secure System. Peut-être un petit mot sur ce parcours qui est quand même très intéressant. En tout cas, vous êtes bien informé, tout à fait. Donc, si on m'avait dit il y a 20 ans, quand j'ai répondu à une offre de stage pour, à l'époque, une agence du groupe CGLEC, qui faisait de la protection de sites sensibles, je ne me serais jamais imaginé me retrouver dans une posture de dirigeant 20 ans plus tard. Donc, effectivement, c'est un parcours qui s'est fait assez naturellement. Plutôt orienté, donc non pas sur l'aspect purement technique, mais autour de nos partenaires, on en parlait, nos clients et dans la réalisation de projets, et ensuite un peu plus sur la partie commerciale avant-vente et expérience client. Voilà. Donc c'est un parcours qui s'est fait naturellement avec, comme vous l'avez dit, étape par étape, avant de se retrouver aujourd'hui dans une structure, pour le coup, que je connais plutôt bien. Mais alors justement, j'ai quand même envie de vous poser une question assez personnelle, mais en même temps importante pour ceux qui nous regardent. Est-ce que c'est un avantage de devenir dirigeant d'une structure quand on a démarré en tant que stagiaire ? Il y a du pour et du contre. C'est pas simple de se retrouver à porter le costume du patron, de ses pairs, voire de personnes que j'ai vues en tant que stagiaire arriver comme étant des managers, des piliers de l'entreprise. Donc on a un peu le sentiment parfois d'être un usurpateur dans son poste. Le syndrome de l'imposteur, c'est ça? Mais bon, hormis ces petits détails, je pense que c'est surtout un atout. Moi, Secure, c'est une entreprise que je connais parfaitement. Vous en connaissez tous les rouages. Tous les recoins, les équipes, les technologies qu'on développe et surtout notre histoire. L'histoire, c'est important et je sais d'où on vient, je sais par quel projet on est passé, par quelles difficultés, quelles sont nos réussites. Donc, je pense que c'est un atout pour nous. Et l'écoute, effectivement, est peut-être d'autant plus importante et l'engouement. Effectivement, alors 20 ans, mais j'ai envie de dire, c'est 40 ans d'histoire en ce qui concerne Secure System que vous fêtez d'ailleurs très prochainement. Expliquez-nous. Alors effectivement, moi j'ai 20 ans, donc c'est que la moitié du parcours. Il y a 20 ans en amont. Donc cette année, 2025, sont les 40 ans de la structure. Alors on a positionné cette date parce que je l'ai cité un petit peu tout à l'heure, donc Secure, à l'origine, c'était une activité qui est née dans le groupe CGLEC avec une émergence dans une activité de bureau d'études, d'automatisme, d'implémenter des technologies de filtrage d'accès. À l'époque, c'était les lecteurs de badge à défilement. Donc, on a implémenté ces fonctions-là sur des systèmes d'automates qui étaient développés en interne. Donc, ça, c'est 1985. Et donc, il y a toute une histoire derrière où on a spécialisé ce bureau d'études pour finalement créer les prémices d'un produit de contrôle d'accès qui, par la suite, est devenu Evolinx. Et donc, dans l'histoire, CGLEC, dans les années 2010, a été racheté par le groupe Vinci. Et donc, aujourd'hui, Secure est une filiale de Vinci Énergie.
Tout à fait. Alors, en termes de prestations, vous avez 3 grands types de prestations aujourd'hui que vous proposez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors effectivement, on a 3 grands types de prestations. Enfin, on a surtout une double casquette. C'est ça. On a ce métier historique de concepteur, développeur de solutions de contrôle d'accès. Donc là, on est éditeur français de la solution Evolinx, qui a eu un renouvellement de sa certification ANSSI au mois d'août. Donc positionné sur des niveaux d'exigence fonctionnelle ou cyber justement relativement importantes. Donc ça, c'est une première casquette. Et on a une seconde casquette d'intégrateur de technologie où on va aller chercher sur le marché des technos les différentes briques technologiques qui permettent de concevoir une solution globale. Voilà. Donc ça, ce sont 2 métiers qui peuvent se compléter. Hein. Et la troisième proposition de valeur qu'on a, c'est toute la notion de service après la fourniture d'un projet de MCO, MCS, donc toute la maintenance en conditions opérationnelles et en conditions de sécurité des installations sur le long terme pour nos donneurs d'ordre. Alors on va parler maintenant justement, vous l'avez un petit peu évoqué, tout ce qui est certification. Vous avez expliqué que vous avez, donc on en a parlé sur Anews Sécurité, cette fameuse certification de sécurité de premier niveau, la CSPN, mise en place par l'ANSSI justement en 2008. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi ça consiste et finalement quel est le gage derrière par rapport aux clients ? Chez Secure, beaucoup de nos donneurs d'ordre sont des opérateurs régulés ou des acteurs qui sont soumis à des réglementations. Et pour donc, ces réglementations, on a parlé tout à l'heure de la future peut-être transposition de la directive européenne NIS 2, mais on a quand même depuis quelques années en France la loi de programmation militaire qui oblige, accompagne les OIV et d'autres acteurs à mettre un niveau minimum de sécurité physique et numérique. Et la certification ANSSI, l'ANSSI, pour accompagner ces démarches-là, a défini un label, quelque part, un certificat de confiance numérique sur des produits qui passent toute une batterie de tests sur la robustesse, la résilience de la solution de manière intrinsèque sur les attaques cyber, que ce soit physiques, numériques, etc. Donc c'est suite à toute cette batterie de tests qu'on peut délivrer ce coup de tampon sur des produits qui du coup sont officiellement sur la liste du site de l'agence comme produit de confiance. Donc, gage de confiance vis-à-vis des clients. Alors, certification, vous en avez plusieurs. Vous êtes certifié ISO 9001, ISO 14001, MAS. Et puis, la particularité, vous êtes également certifié ISO 27001. Expliquez-nous. Alors, l'ISO 27001, on doit être à notre 2e cycle de 3 ans. Donc ça fait quelques années qu'on a rajouté cette brique complémentaire à la 9001 sur la qualité satisfaction client et 14001 beaucoup plus connue en fait dans le monde. Beaucoup plus classique. La 27001, elle est née de l'idée de nous-mêmes nous imposer un niveau de sécurité de l'information sur les données qui nous concernent et qui concernent nos clients, donc sur nos infrastructures informatiques et notre manipulation de l'information. Donc ça, c'est la genèse. Et aujourd'hui, 2 cycles, c'est des cycles de 3 ans, 2 cycles de certification plus tard, on en est aujourd'hui à nouveau sur un peu un label de confiance par rapport à nos donneurs d'ordre. Voilà. Ouais. Donc là encore, on voit la confiance, c'est ce qui est avant tout, ce qui permet avant tout de pouvoir avancer, et cette vraie relation entre les clients et l'entreprise. Vous avez un petit peu évoqué déjà, Alexandre, quels sont vos clients, on le sent bien, on est plutôt sur des sites critiques, sensibles, des OIV. Y en a-t-il d'autres ? Alors, on travaille essentiellement pour le secteur de la défense, des armées, dans toutes les sphères. Les OIV, alors les OIV c'est au sens large, l'Institut Pasteur c'est un OIV. Bien sûr. Enfin, on ne donne pas les OIV. En tout cas, voilà, on n'a pas le droit de le dire normalement, mais c'est pas grave. On n'a rien entendu. J'ai pas donné le pire. Voilà. Non, mais en tout cas, dans les OIV, on intervient dans le monde du transport, dans le monde de la production énergétique, du transport énergétique, dans le monde des télécommunications, de la finance, data center, etc. Donc c'est effectivement une grande partie de nos activités est orientée pour apporter de la protection sur
sur ces sites-là. D'où l'intérêt d'être correctement et bien et très bien certifié. Tout à l'heure avec Iriax, on a parlé des partenaires. Pourriez-vous évoquer également la partie partenaire ? Alors, Secure, c'est finalement une petite entreprise. On est un peu plus de 60 collaborateurs, même si on est sur une belle courbe de croissance, entre Aix-en-Provence et Nanterre. Et nous, on apporte un élément dans la chaîne de valeur, enfin deux, avec un produit et de la capacité de conception, d'intégration. Mais on a systématiquement besoin de partenaires pour réaliser des opérations globales. Dans ces partenaires, on va retrouver déjà toute la planète Vinci Énergie. Bien sûr. Et d'autres groupes qui peuvent être concurrents de Vinci Énergie pour toute la partie déploiement terrain, etc. Et ça vous est important de le signifier, Alexandre, comme quoi vous ne travaillez pas uniquement avec Vinci. Non, puisque ça, c'est notre casquette d'éditeur, nous amène à travailler avec tout type de partenaires, d'autres intégrateurs ou installateurs, mainteneurs, puisque quand un client fait le choix d'équiper son site avec la solution Evolinx, c'est une solution complètement ouverte, déployable et maintenable par tous. Donc, effectivement, on est ouvert à tous ces types de partenariats dans le monde, on va dire, des grands ensembliers, électriciens, etc. Et ensuite, on a tous les partenaires technologiques, puisqu'en tant qu'intégrateur, on travaille avec tous les éditeurs de solutions, vidéo, analyse d'image, intelligence artificielle, constructeurs, hypervision, infrastructure informatique, cyber, etc. Très bien, merci beaucoup. Vous avez commencé à donner quelques chiffres, puisque vous avez parlé de l'effectif. Alors moi, j'avais 64 collaborateurs. 64, et on vise les 70 gentiment sur 2026. Et voilà, le chiffre d'affaires, on était à 11 millions d'euros en 2024. 2025, ça on devrait clôturer sur autour de 12 millions et on continue gentiment notre croissance. Voilà, et je sais que vous me le dites, vous me le signifiez souvent, la part pour la partie R&D est assez conséquente. Ça représente quel pourcentage du chiffre d'affaires ? On a de l'ordre de 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est réinvesti dans de la R&D, de l'innovation. Et ça, pour vous, c'est essentiel ? C'est essentiel. Et c'est d'ailleurs essentiellement fléché sur l'activité d'éditeur. Puisqu'on se doit de toujours en ligne avec les attentes du marché, les innovations technologiques. Bien sûr. On continue avec les chiffres. Vous avez 2000 sites recensés à peu près en France, si je ne m'abuse, c'est bien ça ? Alors, en France et dans le monde. Et dans le monde. Voilà, Secure intervient en France, Europe, Outre-mer, international. Donc, on n'a pas de limite géographique et on est capable de se déployer, donc effectivement, plus de 2000 sites. Au niveau du RSE, de la RSE, on en parle de plus en plus. Quel est votre engagement aujourd'hui ? Je sais que c'est quelque chose de fort aussi pour vous. Effectivement, dans la culture de l'entreprise, on a forcément des attentes autour de la performance financière, mais on parle beaucoup de performance globale. Et la RSE est une des briques de cette performance globale, avec tout un tas d'initiatives, qu'elles soient professionnelles, c'est-à-dire poussées par l'entreprise ou portées par des collaborateurs à titre plus individuel. On a une forte dynamique autour de sujets qui vont aller de l'impact qu'on peut avoir sur nos territoires ou notre écosystème d'associations localement, donc sur Aix-en-Provence, Nanterre ou ailleurs, à notre impact carbone. On vise à réduire à 40% nos gaz à émissions, nos gaz d'émissions d'ici 2040. On est sur un spectre assez large qui est difficile à décrire. Donc au niveau social, au niveau environnemental. On travaille beaucoup sur la diversité dans l'entreprise, diversité, mixité également. Voilà, donc ce sont des sujets relativement vastes. Ouais. Merci beaucoup Alexandre Iriax. Même question pour vous. Y a-t-il un engagement RSE ? On est encore petit, mais c'est très important pour nous. Notre RSE, on va la fonder surtout sur le traitement de l'information et sur l'éthique très profonde qu'on a en matière de cybersécurité. Nous, on aime bien dire qu'on est des white hats et on va rester des white hats jusqu'au bout. Alors, pour les non-profanes, pour les profanes, pardon, c'est une expression un peu geek. En cyber, vous avez donc les méchants, les black hats. Et vous avez les white pour les blancs qui sont effectivement les gentils. Et entre les deux, vous avez les grey hats qui prétendent savoir passer d'un univers à l'autre. Et nous refusons parfaitement cette distinction. En conscient qu'il y a, c'est un monde très manichéen, les white hats et les black hats, donc ceux qui ont une éthique forte, qui sont dans la loi, la légalité, qui peuvent faire ce que nous faisons, c'est-à-dire de l'appui judiciaire, donc de l'investigation pour appui judiciaire, de l'enquête en source ouverte qu'on appelle OSINT pour appui judiciaire, et c'est bien
parce que nous respectons tout ce cadre-là, nous pouvons être utiles pour des ONG, des cabinets d'avocats, des individus, des particuliers ou des entreprises. Et pour l'information, alors c'est plus complexe, mais on a des partenaires qui le décriront beaucoup mieux, comme M82 ou Rise and Sign, notamment qui a développé un label sur le traitement de l'information et la lutte contre la désinformation. Merci beaucoup Iriax pour ces informations. Effectivement, je vous rejoins un petit peu parce que quand on parle d'acteurs Grey, oui, on peut se poser beaucoup de questions à l'heure actuelle. Ce peut être un petit peu dangereux, mais cela n'est que mon avis, bien évidemment. Quand on parle de croissance, on l'a un petit peu évoqué avec Alexandre et on va y revenir. Vous avez un objectif de croissance organique, je crois. Alors, on essaie de doubler notre chiffre chaque année. On est petit, c'est facile. J'aimerais vous dire que je vise le million en 2026. Mais on va y arriver. Pour être plus modeste, vous nous cueillez à la croisée des chemins, où nous sommes engagés dans au moins 5 discussions d'associations à court et moyen terme, alors avec des petits acteurs, avec des moyens acteurs et avec des gros acteurs, notamment un en particulier de confiance qui a plus de 100 000 clients, notamment en France, et à qui nous réfléchissons aujourd'hui. Mais alors, c'est des discussions qui sont très longues parce qu'il faut faire ça bien. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit organique avec aussi ce que nous faisons. Et on attend surtout une réponse du marché. C'est la plus importante pour nous. C'est vraiment répondre à des besoins réels et pas créer quelque chose ex nihilo qui ne répondrait à rien. Moi, je suis très attentif à ça. Donc, j'ai essayé de multiplier le plus possible le nombre de cas clients en 2 ans. On est à plus de 40. On va peut-être arriver à 50 avant la fin de l'année. On n'a évidemment pas répondu à tous ces cas clients, mais on a répondu à une bonne partie seul ou avec nos partenaires, d'où le nombre de partenaires. Et ce qui a fait qu'on a déclenché aussi une 3e activité. Alors, dès le départ, on l'a évidemment, comme je vous le disais, renvoyé en partie, qui est l'investigation pour appui judiciaire et qui prend de plus en plus de place aujourd'hui, avec joie, parce que ça mélange toute notre activité. C'est l'aboutissement. En tout cas, on espère que vous aurez très très vite satisfaction dans la signature d'acteurs avec lesquels vous allez travailler, qu'ils soient investisseurs ou partenaires en préparant l'émission, vous avez également évoqué le fait que vous alliez créer un think tank pour l'année à venir, en 2026. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Les premiers à qui on va en parler publiquement. Alors, je ne vais pas encore vous donner le nom parce qu'on attend de faire un lancement. On sera très heureux de pouvoir le faire avec vous, d'ailleurs. En tout cas, vous mobiliser ou vous inviter, ça c'est certain. Avec plaisir. L'idée est justement de pouvoir rassembler cette communauté d'artisans de la cybersécurité qui mobilisent eux-mêmes des environnements très différents mais extrêmement complémentaires. Et la cybersécurité, c'est une chaîne de confiance qui repose sur beaucoup d'acteurs. On sera très heureux d'inviter Alexandre aussi. L'idée, c'est de pouvoir rassembler des juristes, des cryptologues, des chercheurs engagés ou non auprès d'ONG, des journalistes, évidemment des consultants en cybersécurité, des gens qui sont spécialistes de la défense, des gens qui sont spécialistes plutôt des TPE-PME, et de rassembler tout le monde avec un rendez-vous régulier, 3 ou 4 rendez-vous par an. On va publier 3 ou 4 position papers maximum, courts, efficaces, utiles, qu'on aimerait pouvoir adresser aux parlementaires décideurs français et européens pour défendre en fait justement les vertus propres à cette tradition cyber qui est assez récente finalement et qui a besoin de défendre des grands incontournables comme on ne crée pas et on ne promeut pas les backdoors, par exemple en France. C'est un débat qui a été très vif aux États-Unis et en France, malheureusement, il revient sur le devant de la scène régulièrement. Alors, il y a des acteurs qui ont des idées légitimes pour poser ces questions-là. Nous, on a des idées très légitimes pour dire non, notamment avec l'ANSSI qui le répète chaque année. Ça, c'est un des débats incontournables sur lesquels on va apporter notre modeste pierre, et puis on aura d'autres sujets importants. Et l'idée, c'est de pouvoir éclairer les décideurs, éclairer aussi le grand public qui n'est pas forcément très éclairé, et puis les jeunes qui voudraient s'investir, s'orienter dans ces domaines-là. On est en train de créer la forme, donc ça va être un peu... on suivra ça avec beaucoup d'attention et vous aurez l'occasion de revenir sur le plateau pour nous en parler davantage. Au sujet de ce think tank, l'ANSSI, vous l'associerez également à ce projet ? Très heureux d'inviter tous les acteurs publics qui sont concernés. Après, certains ont des devoirs de réserve Bien sûr. Mais en tout cas, l'idée, c'est surtout d'inviter des personnes, finalement. Il y a les institutions qui sont importantes, mais nous, on va surtout inviter des personnes parce que les gens changent. Les gens changent de mission, ils gardent une vocation et on est plutôt orienté vers là. L'idée qu'on va garder des personnes parce que c'est fondé sur une chaîne de confiance aussi et sur un investissement et les carrières sont longues et les engagements aussi sont longs. Et l'idée c'est que quel que soit l'engagement de chacun, il aura toujours une pierre à apporter à cet édifice, une contribution, une présence qu'on sera heureux d'avoir et sur le long terme. Rendez-vous en 2026 pour en parler. Iriax, avec grand plaisir. Alexandre, la prospective de votre côté,
croissance du chiffre d'affaires, vous avez commencé à l'évoquer, 12 millions, et dans les 2-3 années à venir, hein, pouvez-vous en parler? Après, la croissance, on n'en fait pas une cible absolue, hein. Nous, l'objectif, c'est de rester une structure qui répond au mieux aux attentes de ses clients, et on n'est pas dans une logique de fuite en avant pour course à la croissance. Ouais. On a une structure solide, pérenne, qui n'a pas besoin de ça. Donc, sur les 2 à 3 ans, nous, nos objectifs stratégiques, ils sont de maintenir notre niveau, notre avance sur certains aspects en tant qu'éditeur de solutions sur le marché, maintenir nos niveaux de certification et continuer à innover dans différentes branches technologiques. Donc on est dans la continuité de la numérisation des usages autour de la gestion de la sûreté d'un site. On a dans nos suites logicielles développé des briques complémentaires qui viennent accompagner nos donneurs d'ordre par rapport à ça. Et également sur tout ce qui est cyber, d'être toujours à la pointe et en ligne avec les différentes menaces, notamment en manière de crypto. Aujourd'hui, on parle beaucoup des capacités de déchiffrement du quantique qui arrivent, qui sont peut-être là, on ne sait pas. Et voilà, donc nous, on est prêt à ça, et donc voilà. On est dans cette logique. D'où l'importance de cette recherche et développement, effectivement, pour avoir cette vision de l'évolution des technologies de demain. On l'a vu au niveau de cette croissance externe. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez au niveau européen, mais aussi international. Est-ce que demain, vous souhaitez encore davantage vous implanter dans certains secteurs géographiques ou pas? On a une histoire autour du portuaire, et quand on regarde un petit peu la structuration de notre emprise à l'échelle du globe en France, on a effectivement tous nos territoires et départements d'outre-mer qui sont pour nous des vecteurs de développement dans le monde du portuaire, et tous les acteurs régulés dont on a pu parler tout à l'heure qui sont positionnés sur ces zones stratégiques. Très bien, écoutez, merci beaucoup. C'est pareil, on suivra cette évolution et notamment sur cette partie développement, alors notamment portuaire, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, et on sait que Secure System est un partenaire à la fois solide et sérieux en ce domaine. Merci à vous deux de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir accepté d'être nos invités pour l'émission donc Top Sécu d'Agnos Sécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis, et à très vite pour une nouvelle émission.